Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le Sénégal dans le top 7 des pays déclassés. Dans le dernier rapport de notation de Civicus Monitor, la plateforme pointe la dégradation des libertés de réunion, d'association et d'expression en 2023. On vous explique tout. Risque de perturbation dans l'approvisionnement en carburant, l'association sénégalaise des sociétés pétrolières réclame à l'État le paiement d'une dette de 140 milliards. Lutte contre le tabac, des acteurs suggèrent l'adoption d'une taxe parafiscale, taxe pour alléger le coût de 233 milliards dédié à la prise en charge des maladies non transmissibles. Et puis dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage du journaliste Mam Gourgom, Billet de départ, note de lecture en fin d'édition. Dégradation des libertés de réunion, d'association et d'expression en 2023, le Sénégal classé dans la catégorie réprimée du rapport de la plateforme Civicus Monitor, notre pays parmi les 7 pays déclarés dans le rapport, déclassés dans le rapport de notation de la plateforme. Le point avec Alassane Ba. C'est un rapport qui ne va pas plaire aux autorités étatiques. Un document publié au moment où le chef de l'État Macky Sall se vantait d'avoir réussi à consolider la démocratie et l'État de droit. Au moment où il rappelait en Conseil des ministres tenu le 22 novembre dernier que le Sénégal est une démocratie véritable, un État de droit exemplaire attaché à la bonne gouvernance et au respect des libertés publiques ainsi que des droits de l'homme. Le Sénégal décrit par le président Sall est loin d'être celui présenté dans le rapport de Civicus Monitor. En effet, dans le document, il est indiqué qu'une dégradation des libertés de réunion, d'association et d'expression est notée au Sénégal. Des forces de sécurité qui tuent des manifestants et des membres de l'opposition, des journalistes et critiques du régime en place emprisonnés dans le but d'étouffer toute contestation dans le cadre d'une campagne électorale tendue. D'après Ine van Severen, chercheuse à Civicus Monitor, les données recueillies montrent que le Sénégal a connu l'un des plus grands reculs en matière de liberté civique de 2023 au monde. Regrettable surtout qu'autrefois le Sénégal était considéré comme un modèle d'ouverture et de démocratie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, renseigne le rapport intitulé Le pouvoir du peuple sous attaque 2023. Mariana Belalba Barreto, responsable de la recherche, ajoute que le fait de classer une démocratie comme le Sénégal dans la catégorie réprimée, la deuxième la plus mauvaise, montre que les citoyens de n'importe quel pays courent le risque de perdre les droits qu'ils ont si durement acquis. Ine van Severen se dit inquiète et invite les dirigeants et alliés du pays à prendre des mesures immédiates pour que les citoyens puissent jouir des piliers de la gouvernance démocratique, notamment de manifestations pacifiques, d'une presse sans entrave et d'élections libres et justes. Le rapport décrit en détail l'état de l'espace civique dans 198 pays. Les données fournies par les sources des membres de la plateforme sont rassemblées afin de déterminer à quelle catégorie appartient chaque pays, ouvert, rétréci, entravé, réprimé ou fermé. Ils ont leur siège social à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et selon la majorité présidentielle, des manquements sont à regretter, mais tout n'est pas mauvais, comme semble le stipuler ce rapport. Pour Pape Mao Diouf, le Sénégal reste tout de même un état de droit, le voici. Non, la démocratie sénégalaise est une réalité, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et nous pensons qu'on a des preuves sur la vitalité démocratique du Sénégal. Les décisions de justice, déjà, qui parfois sont favorables à l'opposition, le nombre de députés à l'Assemblée nationale quasiment équivalent entre le pouvoir et l'opposition, le nombre de grandes villes dirigées par des opposants, des dizaines de médias indépendants que personne ne peut douter de la liberté de ton et de la liberté d'un certain nombre de médias dans le pays, de certaines radios communautaires, des sites d'information difficiles véritablement. Je pense qu'il y a les périodes préélectorales constituent toujours des périodes de tension, des périodes difficiles du point de vue des engagements des uns et des autres. Mais pour l'essentiel...
L'autre grand titre de cette édition, risque de perturbation dans l'approvisionnement en carburant. Des sociétés de distribution réclament à l'État le paiement d'une facture de 140 milliards de francs CFA. L'Association sénégalaise des sociétés pétrolières invite le gouvernement à trouver une solution. Voyons tout cela avec Ibrahima Kane et Tierno Loromendi. Un appel de détresse que lancent les sociétés de distribution pétrolière à l'État du Sénégal. Pour cause, elles courent derrière des arriérés de remboursement estimés à plus de 140 milliards de francs CFA. Nous avions, depuis hier, lancé une tribune dans la presse pour inviter l'État à éponger les arriérés de remboursement dus au secteur de la distribution pétrolière qui sont aujourd'hui arrivés à des montants assez importants. Comme nous l'indiquons dans la tribune, c'est plus de 140 milliards qui sont aujourd'hui qui est aujourd'hui dû par l'État. Ces 45 milliards, c'est d'abord essentiellement des pertes commerciales dues aux importateurs et la péréquation de transport qui permet d'égaliser le prix du carburant sur l'étendue du territoire du Sénégal. Une enveloppe financière énorme jusque-là non perçue et qui risque d'étrangler les dites sociétés quand on sait qu'elles ont des obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons des obligations fiscales vis-à-vis de l'État, des obligations douanières vis-à-vis de l'État qui ne sauraient être différées parce que nous sommes obligés d'astreindre au paiement tous les 15 du mois, tous les fins du mois, mais parallèlement, l'État doit énormément d'argent au secteur pétrolier, ce qui fait qu'à terme, ça fait un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, des risques planent sur la distribution des produits pétroliers, même si l'Association des sociétés de distribution pétrolière semble privilégier le dialogue. Les risques de rupture de produits dans le marché, écoute, nous ne l'envisageons pas tellement, parce que je pense que toujours on n'en arrivera pas là et qu'on sait que des formules seront trouvées tous les jours de manière à ce que le pays soit régulièrement approvisionné. Mais aussi pour cela, nous demandons le soutien de l'État de nous permettre à éponger ces arriérés de remboursement. Les acteurs pétroliers invitent la tutelle à trouver un système de compensation de la dette due par l'État et les taxes à payer par les sociétés de distribution pétrolière. Un système qui donnerait une bouffée d'oxygène aux acteurs pétroliers. Avec l'exploitation prochaine du gaz, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis sera une locomotive économique selon le ministre du secteur Antoine Mbengue. La cérémonie de mise en exploitation de l'aéroport a eu lieu aujourd'hui. Le voici avec nos équipes à Saint-Louis. La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du PRAS, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui aujourd'hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future. J'ai cité le président Macky Sall. En outre, il faut le rappeler, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières près des côtes, en plus des activités agricoles, touristiques et des services, notamment l'enseignement supérieur. La mise en exploitation de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, aujourd'hui 7 décembre, journée internationale de l'aviation civile. Tout autre chose, lutte contre le tabac, des acteurs prônent l'adoption d'une taxe parafiscale, une taxe pour alléger le coût de 233 milliards de francs CFA consacrés à la prise en charge des maladies non transmissibles. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté. 33 milliards, c'est le coût utilisé par l'État du Sénégal pour soigner certaines maladies non transmissibles. Et sur cette somme, les 3/4 sont supportés par les ménages. 233 milliards de francs CFA par année pour la prise en charge des maladies causées en grande partie par le tabac. Ces maladies, c'est les maladies non transmissibles. C'est le diabète, c'est le cancer, c'est les maladies respiratoires, c'est l'hypertension. En grande partie causée par
le tabac. D'où l'urgence d'installer une taxe parafiscale où l'argent généré pourra aider la population à faire face aux coûts de traitement de ces MNT. Nous sommes à mesure de diminuer cela, de faire en sorte que ces 3/4, si aujourd'hui le chef de l'État adoptait cette taxe parafiscale par un décret, ça pourrait réduire ce que nous payons pour nous soigner des MNT, ça pourrait réduire au moins jusqu'à 1/4 pour nous ou au plus 2/4. Une décision qui pourrait aussi soulager le ministère de la Santé. On amène une taxe parafiscale sur le tabac pour financer la lutte anti-tabac ou les autres maladies non transmissibles. Ceci ne fera que soulager encore une fois l'État dans le financement des programmes de santé. C'est pourquoi les Badjinougor lancent un appel au chef de l'État pour la mise en place de cette taxe pour aider les malades atteints de MNT. Il est temps maintenant que la taxe parafiscale soit adoptée pour faire face à ce tabagisme, pour faire face à ces MNT, les maladies non transmissibles, qui sévit vraiment la population. Nous sortons d'Octobre Rose. Les Badjiens ont fait 1 mois ferme de sensibilisation sur le cancer. Et le tabac est un des facteurs à risque de ce fléau. Les maladies non transmissibles causent 45% des décès au Sénégal. Avec cette taxe parafiscale, la population, de même que les ministères de la Santé, peuvent pousser un ouf de soulagement. La direction des marchés publics au chevet des PME dans l'accès à la commande publique estimée, vous le savez, à plus de 3 000 milliards de francs CFA. La DCMP a signé une convention avec la BNDE, suivant le directeur de la caisse le directeur général de la caisse des marchés publics avec Pape Sangonembaye. L'objectif de cette rencontre, c'est d'abord de mutualiser nos ressources, parce que la Caisse des marchés publics est la toute première filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui serait être le partenaire de référence des petites et moyennes entreprises sénégalaises pour une participation efficiente et rentable à la commande publique. Aujourd'hui, la convention vient à son heure parce il faut rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a rappelé lors du conseil interministériel à Kédougou, qui rappelait en tout cas cet outil qui est la Caisse des marchés publics, qui a été mis en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises pour un meilleur accès à la commande publique. Et compte tenu de cette synergie qui peut, en tout cas, qui peut être mise en place avec la BNDE, là aujourd'hui nous pouvons mutualiser nos ressources pour permettre à ces petites et moyennes entreprises d'avoir plus de célérité pour les petites et moyennes entreprises adjudicataires de marché public, en tout cas dans l'exécution. 48 heures après l'inauguration de la nouvelle cité Baraka, les habitants jouissent désormais de leur droit à un logement décent. Nos équipes sont retournées sur place. Reportage Abifaï. Binoukour qui vient. Des immeubles sortent de terre à la cité Baraka, jadis un quartier flottant appelé Kambegue, aujourd'hui modernisé. Un vœu du défunt Jacques Binoukour qui vient de se réaliser. L'homme était sur tous les fronts. Son vœu était de faire en sorte que l'humanité aille de mieux en mieux. L'innovation dans l'accès aux services sociaux de base était un sacerdoce pour lui. Les larmes de Jacques, parce qu'il a pleuré une fois alors que c'était durant l'hivernage. Il venait de la cité Baraka, on s'est retrouvé à Enda. Il me dit, où est-ce que tu as passé la nuit? J'ai dit, mais c'est moi. Je ne savais même pas qu'il a plu. Alors que les gens avaient leur seau sur la tête là. Mais Jacques, ne nous donne pas des problèmes de conscience. Vous, Enda, vous avez de l'argent, investissez-le. Voilà qui était l'homme. Mon école papa Baraka. Il est le père fondateur de la cité Baraka. À lui appartenait le terrain. Il l'a octroyé aux habitants de Baraka. Les années se sont succédées jusqu'à ce que le chef de l'État, Macky Sall, leur offre le titre foncier. Au nom de Baraka, nous avons le terrain.
Il est océeux, mais son œuvre est matérialisée par ses collaborateurs au grand bonheur des habitants. Et aujourd'hui, avec les bailleurs, et je ne sais pas si Habib, vous rendez compte d'une chose. Des gens qui habitent une place et qu'on le construise, qu'on le dispatche, et il n'y a jamais eu de récrimination. Ça s'est passé honnêtement. Ça veut dire que ce sont des gens dignes. Il est le pionnier de la cité. Malheureusement, il n'a pas assisté à sa modernisation. Le quartier était difficilement habité. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Le bidonville de la cité Baraka est un modèle. Ici, la solidarité est le maître mot. Les habitants espèrent que cela le restera malgré les nouveaux aménagements. Nous entretenions une relation de fraternité avec Jacques Bignocourt. Il nous a soutenus partout. Il était à nos côtés et soutenait beaucoup nos enfants. Nichée au cœur du quartier de Liberté 6 à Dakar, la cité Baraka n'est pas un bidonville comme les autres. La cité a été créée par le fondateur de l'ONG Enda Tiers-Monde, Jacques Bignocourt, sur un terrain de près de 2 hectares. Merci Habib. Le ministre des collectivités territoriales annonce la création d'un statut de l'élu local, une nouvelle loi pour mieux prendre en compte les préoccupations des élus locaux, annonce faite à l'occasion d'une rencontre entre la tutelle et les adjoints au maire. Aminata Mbarisso. Autour du ministre des collectivités territoriales, des adjoints au maire. Ils viennent des 46 départements du Sénégal pour porter un plaidoyer, une amélioration de leurs indemnités fixées à 50 000 francs CFA. Revaloriser le statut local des adjoints au maire, nos indemnités et d'autres questions qui sont dans le mémorandum que les autorités de ce pays ont déjà reçu. Donc ça a été posé, ça a été débattu. Donc nous avons compris que ce n'est pas quelque chose de facile, mais en tout cas, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Une vieille doléance de ces élus locaux qui veulent une amélioration de leurs conditions de travail jugées précaires. Donc la maudite somme de 50 000 francs ne nous permet pas de régler nos problèmes. Donc nous n'avons pas de prise en charge médicale. Donc les indemnités de session, les adjoints au maire font des kilomètres et des kilomètres pour venir assister à une réunion, de même que les conseillers. Donc, À leur demande, le ministre promet de rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques. Il annonce par ailleurs la création d'un statut de l'élu local, un dossier en cours. Je les ai aussi informés qu'un statut de l'élu local était dans le circuit, était en discussion au niveau des structures de l'État. Et ce statut de l'élu local devrait prendre en charge leurs préoccupations, celle des maires, celle des élus de façon générale. Une loi qui devrait prendre en compte le statut de l'élu local pour une prise en charge plus complète des préoccupations. Allons maintenant dans le sud, en Casamance. La plupart des pêcheurs victimes d'accidents ou de malaises en mer trépassent faute d'assistance d'urgence. Le calvaire des pêcheurs, c'est aussi les difficultés liées à la proximité avec les gros navires. C'est pour lever toutes ces contraintes que la direction de surveillance des pêches a décidé de former les membres de la brigade de surveillance participative du comité local de pêche artisanale de Elenkin sur les gestes de premier secours et sur la réglementation de la navigation maritime. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Les pêcheurs reconnaissent avoir perdu plusieurs des leurs lors des interventions de secours pour n'avoir pas fait usage des pratiques de sauvetage appropriées en la matière. Moussato, coordinateur du comité local de pêche artisanale de Elinkina. Nous avons assisté à plusieurs reprises à des séances de sauvetage de personnes victimes de noyades. Mais je vous assure que ce que nous faisions est totalement opposé à ce qu'on devrait faire. Certains se mettent à presser le ventre, d'autres ont des hémorragies internes, mais on leur donne par exemple de l'eau à boire. La dernière victime date d'il y a quelques semaines. C'est maintenant un problème pris en charge par la direction de surveillance des pêches qui les a outillés sur les gestes des premiers secours.
Nous savons maintenant comment faire face à la situation, par exemple des blessés, des gens victimes de crises épileptiques, de fractures, entre autres. Maintenant, nous sommes outillés pour savoir comment les prendre en charge en urgence pour les sauver. On nous a également montré comment éviter la trajectoire des bateaux. Avant, cela nous causait des accidents. Mais nous sommes vraiment Les initiateurs de la formation ont ciblé mieux que les gestes de premier secours. Mamadou Lamine Diop est le chef de la division sécurité des pêcheurs artisans. Ils seront initiés sur tout ce qui est premier secours civique. Ils sauront comment intervenir en cas d'incendie, comment utiliser les extincteurs, mais ils seront initiés aussi pour bien maîtriser la réglementation pour qu'en cas d'infraction, qu'ils puissent informer l'autorité compétente. Il s'agit dans la stratégie d'aider chaque membre de la brigade à jouer son rôle pour plus d'efficacité dans les interventions. Abdoulaye Djidjou, chef du service régional de pêche de Ziguinchor. Chacun a un rôle bien déterminé. Et si chacun ne s'attelle pas à ses missions, il peut y avoir un problème. Et avant d'aller en mer, il y a quand même des précautions à prendre. Mais quand on est aussi dans une embarcation, on fait partie d'une équipe. Un suivi sera opéré sur le terrain pour élargir les acquis. Merci Lamine. Venons-en maintenant au reportage du jour consacré à la maison Kër Yërmandé. Plus de 60 enfants pris en charge, des bébés qui se blottissent dans cette maison. Reportage Cheikh Diop. Ils s'appellent Macky Sall, Amadou Ba, Ousmane Sonko, Marième Faye Sall, Youssou Ndour et tant d'autres petits enfants marqués par l'innocence qui peuplent le décor de Kër Yërmandé. La nouvelle trouvaille de Ndella Madior Diouf. Au total, ils sont au nombre de plus de 60 âgés de 0 à moins d'1 an. C'est les autorités qui sont là, hein. Donc chacun a son nom et toutes les autorités du Sénégal auront leur nom parce qu'en moyenne, je reçois 2 à 3 bébés par semaine. Parfois je peux en recevoir 4, parfois un seul par semaine. Elle pouponne, allaite, elle sourit avec ses nouveau-nés. Ndella Madior Diouf est dans son élément. Elle raconte d'où est venue l'idée et à quand tout a commencé. En 2022, j'ai lancé Kër Yërmandé en accompagnant une femme enceinte qui était dans le désarroi total et qui était violée au cours d'un massage. Maintenant, elle est venue se cacher chez moi, à Saly, à Simal. Elle a accouché à Fatick. Et je lui ai donné le nom de mon petit frère Ousmane Semou Diouf, qui est à Washington. Et tout est parti de là, que c'est un programme de lutte contre l'infanticide. On agit quand l'enfant est en danger. Occuper et entretenir ces enfants, une chose pas du tout facile. Le lait, ça coûte cher, c'est pas subventionné au Sénégal. Une boîte de lait coûte 3 000, le grand modèle coûte 6 000. Voilà, donc et après, à part le lait, c'est les couches. C'est les couches, c'est les céréales à partir de 6 mois. Donc c'est l'eau minérale parce qu'il faut faire les biberons avec l'eau minérale. Donc c'est maintenant les lits, les berceaux. Parce que quand on démarre avec un seul bébé, c'est très facile. Mais quand il y a 60 bébés, il faut 60 berceaux. Il faut des serviettes, il faut des gels de douche, il faut énormément de choses. Voilà. Chaque bébé a son propre histoire. Les mamans enceintes qui m'appellent. Quand elles m'appellent, elles sont victimes de grossesses indésirées. Et leurs parents ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Elles se confient à moi dans un premier temps au téléphone. Au téléphone, elles ont beaucoup de courage de m'appeler. Et après, je les écoute correctement. Et je les amène, je les reçois chez moi. Et après, au moment de l'accouchement, on les amène dans les structures hospitalières environnantes pour qu'elles accouchent. Et après, elles amènent le bébé. L'histoire qui m'a fait pleurer, j'en ai perdu une. Zuleika. Et j'ai pleuré même à TFM, donc c'était ma préférée. Hein, donc on avait une relation particulière et les jumelles, donc c'est sa jumelle qui est restée. Donc on est réveillé le matin, on m'a dit qu'elle était partie et ça a été un choc. Ndella Madior Diouf est très à l'aise avec ses enfants. Des enfants qui ont besoin d'affection, d'amour et de tendresse. Et l'image la plus belle qu'on retient ici, dans cette maison qu'on pouvait appeler le domicile du bonheur. Dans l'actualité également, le décès de Lionel Mandex, le photographe officiel à la présidence de la République, décédé ce jeudi. Le chef de l'État, Macky Sall, rend hommage à un grand professionnel de l'image passionné et serviable.
On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage du journaliste Mamgor Ngom intitulé Billet de départ. Dans ce livre, le deuxième après Billet de salon, l'auteur pose un large diagnostic du second et dernier mandat du chef de l'État Macky Sall. Note de lecture, Iboutouf. De documents administratifs et militaires. Pour cet auteur, il y avait matière à réflexion, surtout pour un journaliste plus disposé aux chroniques billets d'humeur. Mamgor Ngom évoque le second et dernier mandat du président Macky Sall avec en toile de fond une actualité chaude bouillante. Billet, ça c'est une ligne qui n'est pas droite, c'est une ligne oblique. C'est un peu différent de billet BI2LETS qui est un genre journalistique. Le livre parle du départ de Macky Sall, de son second et dernier mandat, comme je l'ai dit dans le livre. Une histoire qui s'écrit. J'ai voulu, moi, à ma façon, de manière journalistique, participer au débat et non pas relater les faits uniquement, mais les analyser, dégager des perspectives et permettre aux lecteurs, aux Sénégalais, de se faire une religion, d'analyser eux aussi, parce que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Dans ce billet de départ, Mamgor Ngom joue avec l'étymologie pour attacher les mots de l'actualité à une période phare de l'histoire politique du Sénégal. Dans cet ouvrage, comme l'a si bien dit le préfacier Sidi Diop, il s'agit d'une scène avec comme principal acteur le président de la République Macky Sall et d'autres acteurs. Mais l'un des acteurs les plus remarquables, c'est sans doute Ousmane Sonko. Parce que durant son second et dernier mandat, il s'est beaucoup agi de troisième candidature, de troisième mandat, mais aussi de l'affaire Sonko. Par ailleurs, ce billet de départ, tout en s'inscrivant dans la matrice médiatique de la presse, offre aussi une grande variété de thèmes. Comme les inondations, j'ai parlé des problèmes des accidents. Surtout l'accident de 6 kilos m'a beaucoup inspiré. Bon, j'ai aussi abordé d'autres thèmes comme l'Afrique, la France chez nous, nos voisins, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. J'ai rendu hommage à un Sénégalais, Moustapha Fall, professeur Moustapha Fall, le deuxième Africain qui à être primé à un prix de mathématiques. J'ai rendu hommage surtout à Mame Maodo avec son centenaire. Après Billet de salon, l'auteur en est à son deuxième ouvrage avec Billet de départ. Mamgor Ngom est un observateur de la scène politique sénégalaise. Il est journaliste et diplômé en sciences politiques et relations internationales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci Ibou. Dans l'actualité sportive, handball, championnat du monde 2023, l'équipe nationale du Sénégal démarre le tour principal par un revers. Une défaite face à la Hongrie sur le score de 30-20. Les Lions vont essayer de se reprendre ce samedi face au Monténégro à 18h30. Et puis football, Pape Gueye effectue son retour à la compétition après 4 mois de suspension par la FIFA. Un retour salué par les Marseillais. Le milieu de terrain de l'OM aura-t-il suffisamment de temps pour prétendre à une place dans la tanière pour la CAN en Côte d'Ivoire? De points avec Chartian Diao. 10 minutes sur la pelouse du stade Vélodrome pour son retour à la compétition. Pape Gueye voit enfin le bout du tunnel pour le plus grand plaisir des Marseillais après 4 mois de suspension. Ça va nous faire du bien parce que la blessure de Rongier, notre milieu de terrain qui n'est pas très performant, surtout qui est tire un petit peu sur la corde. Le retour de Pape Gueye, ça peut nous faire du bien. TS, de la technique et le mental aussi. Mental surtout, la façon d'arranger et de faire. Pape Gueye ne peut qu'apporter de la fraîcheur à l'OM après 4 mois de suspension parce que les autres ont trop joué, ça leur manque de la fraîcheur et de la percussion. Et Pape Gueye peut percuter devant. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a peu de temps pour convaincre Aliou Cissé à quelques semaines de la publication de la liste des 27 pour la CAN 2024. Il y a des circonstances défavorables et même disqualifiantes qui sont là devant nous pour dire que Pape Gueye ne peut pas faire partie du groupe de la CAN. Le nombre de milieux de terrain à 6 déjà, le milieu est assez fourni et Pape Gueye n'a pas ce profil
d'indispensabilité en termes de jeu, de rapidité d'exécution dans le milieu de terrain et de clairvoyance dans son jeu. Jusqu'à présent, on attend encore. Il était au stade des bonnes intentions, mais la confirmation n'y était pas pour moi. Il pourra aussi en même temps réintégrer l'équipe nationale du Sénégal pour surtout la fraîcheur pendant la Coupe d'Afrique. Il n'a pas joué pendant 4 mois, il va reprendre les quelques matchs qui restent avant la Coupe d'Afrique avec l'OM et revenir à son meilleur niveau. Le champion d'Afrique devra en premier convaincre son entraîneur Gennaro Gattuso avant de penser à la reconquête du titre africain. Dans le reste de l'actualité sportive, les représentants du Sénégal encore en lice dans 3 catégories des CAF Awards 2023 et puis le combat de lutte à Baldé Gris Bordeaux vers un nouveau report. Les affiches du tour préliminaire de la Coupe de la Ligue 2023-2024 connues. Le menu du round-up de l'Actu Sport avec Cher Salibou Diarra. Le tirage au sort des rencontres du tour préliminaire de la Coupe de la Ligue 2023-2024 est effectué. 4 équipes sont exemptées de ce tour, à savoir le Casa Sport, Génération Foot, le Stade de Mbour et Teungueth FC. 12 affiches sont donc au programme les 24 et 25 janvier prochains. Et le choc va opposer Dakar Sacré-Cœur à l'ASC Jaraaf. En attendant, les finalistes des différentes catégories des CAF Awards 2023 sont connus. Le Sénégal est représenté dans 3 entre elles. Celle de la meilleure sélection masculine, où elle est en lutte contre le Maroc et la Gambie. Dans la catégorie de l'entraîneur de l'année chez les hommes, Aliou Cissé est en concurrence avec le Marocain Walid Regragui et l'Algérien Abdel Benchika. Pour le titre de meilleur jeune joueur homme, Lamine Camara et Amara Diouf sont en lice, à côté du Marocain Abdel Zelzouli. Par contre, Sadio Mané, Ballon d'Or 2022, ne va pas conserver son titre. La star du football sénégalais est absente de la liste des 3 finalistes pour le jour de l'année chez les hommes, où l'Égyptien Mohamed Salah, le Marocain Achraf Hakimi et le Nigérian Victor Osimhen sont en lutte. La cérémonie des récompenses aura lieu le lundi 11 décembre prochain à Marrakech, au Maroc, à partir de 18h. Passons à la lutte pour terminer. Le combat Ama Baldé Gris Bordeaux, prévu le 7 janvier 2024, est sur le point d'être reporté à une date ultérieure. Le sociétaire de l'écurie Falaye Baldé a en effet déposé un certificat médical d'incapacité de 30 jours au niveau du CNG de lutte. De ce fait, nous allons sûrement vers un nouveau report du combat, après celui occasionné par la blessure d'Ama Baldé en janvier dernier et celui causé par la blessure de Gris Bordeaux en avril passé. 1 an et 6 mois après son montage, la tenue de la confrontation peine à se concrétiser. Merci, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour Soir d'Info, la suite avec le journaliste, analyste politique Barkaba pour revenir sur l'actualité sous-régionale, la Guinée-Bissau, mais aussi l'actualité au Sahel. À tout de suite.